La directrice de la fondation IFRAP qui surveille et évalue les politiques publiques est mon invitée ce matin. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour. On va parler de votre livre, mais tout d'abord, c'est ce mercredi que les partenaires sociaux se réunissent au siège du MEDEF pour savoir s'ils vont réouvrir ou non les négociations autour de l'assurance chômage. Lorsque l'on voit que selon l'UNEDIC, le déficit pourrait être de plus de 4 milliards d'euros en 2016 et la dette à 30 milliards d'euros, on fait quoi aujourd'hui pour sauver l'assurance chômage ? Là, c'est sûr qu'on rouvre des négociations, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais en général, ce que j'explique dans mon livre, c'est que ces négociations arrivent souvent à des marchés de dupes où on ne réduit pas tellement que ça le déficit. Ce déficit de 4 milliards, si on veut vraiment le réduire, il va falloir prendre des mesures beaucoup plus fortes que ce qui est envisagé aujourd'hui. On parle de quoi aujourd'hui ? On parle de la taxation des contrats courts, on parle de mesures qui sont vraiment, qui ne rapporteront pas ce qu'il faut pour équilibrer les comptes de l'assurance chômage. Contrats courts qui ont été l'un des principaux sujets de discorde entre justement les syndicats. Oui, mais c'est complètement incroyable cette histoire parce que j'explique dans le livre que dans le public, on a plus de contrats courts dans l'administration que dans le privé. Et pour autant, les contrats courts, ils ne sont pas taxés dans le secteur public. Donc, on est toujours un peu dans cette espèce de paradoxe français où il faudrait taxer à fond ce qui existe dans le privé, les contrats courts, la précarité, etc., alors que dans le public, c'est encore plus utilisé. Mais non, là, on ne taxe pas, on ne fait rien. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire en place justement pour résorber ce déficit de 4 milliards d'euros et assurer la pérennité de l'assurance chômage en France ? Je pense qu'il faudrait passer une ordonnance très rapidement, dès juillet-août 2017, pour baisser le taux de remplacement au chômage. Ça veut dire quoi ? La France est un des pays les plus généreux en termes d'assurance chômage. On a un taux de remplacement en moyenne de plus de 70%, alors que les autres pays sont autour de 60%. Mais on pourrait baisser ce taux de remplacement et le faire de manière unilatérale, c'est-à-dire pour tous. Parce que l'idée de baisser, de faire une dégressivité après 1 an d'assurance chômage... Ce ne serait pas plus pertinent selon vous ? Mais non, parce qu'en réalité, 70% des personnes qui sont au chômage, au bout d'1 an, ils sont déjà sortis du chômage. Et heureusement, donc ça veut dire qu'on se retrouve à agir que sur 30% des personnes. Et donc, ça ne fait pas du tout une économie suffisante. Et en plus, l'économie, elle ne vient qu'au bout d'1 an. Donc, si on veut avoir une économie immédiate, rééquilibrer les comptes immédiatement... Diminuer le taux de remplacement. Mais diminuer le taux de remplacement, mais pour tout le monde, voilà. Alors qu'on est les plus généreux, il faut à un moment agir sur ce levier-là. Et quelle autre mesure, par exemple, on pourrait prendre en complément du taux de remplacement ? L'autre mesure, elle est très simple. Aujourd'hui, on demande aux gens qui sont en CDI, donc qui ont des contrats pérennes dans le secteur privé, d'être solidaires des intermittents du spectacle, des intérimaires, des personnes en CDD. Bon, on peut considérer que c'est normal. Mais alors pourquoi les agents publics qui sont sous statut ne cotisent pas au chômage ? Ils cotisent 1% de solidarité et encore pas sur l'ensemble de leur rémunération. Parce que sur les primes, par exemple, ils ne cotisent pas. Ce 1% de solidarité, il est bien inférieur à la cotisation qui est cotisée tous les jours par les salariés du privé, qui est de 2,4%. Si on remonte ce taux, eh bien, on va faire baisser immédiatement le déficit. Il faudrait une égalité stricte ou pas, vous pensez ? Mais bien sûr. Mais pourquoi est-ce que les agents publics, alors que entre une personne qui est en CDI depuis 10 ou 20 ans et une personne qui est sous statut de la fonction publique, en réalité, le risque de perdre son emploi, celui qui est en CDI, il n'a pas un risque énorme. Aujourd'hui, c'est lui qui finance le chômage des personnes qui sont en CDD quand on regarde les équilibres entre cotisation et indemnités chômage qui sont versées. Donc là, il n'y a aucune raison que dans le secteur public, il n'y ait pas une solidarité vis-à-vis des personnes du secteur privé qui risquent le chômage. Et ça, c'est un dossier que personne n'ouvre jamais. Alors Agnès Verdier-Molinier, en tout cas, les discussions sont au point mort depuis 8 mois. À l'époque, les discussions étaient tendues, notamment sur fond de la loi travail. Alors lorsque on ouvre votre livre, je rappelle ce que doit faire le prochain président de la République. Vous dites, page 136, pour avoir une chance de réformer la France, la suppression de la cogestion paritaire du système social et de ses financements syndicaux est cruciale. Lorsque vous voyez par exemple Emmanuel Macron qui propose sur cette question d'assurance chômage de l'étatiser, c'est-à-dire non plus de confier sa gestion aux syndicats mais à l'État,
bonne ou mauvaise idée? Alors, s'il va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il propose que les salariés du public cotisent au chômage de la même manière que les salariés du privé, je pense que c'est une bonne chose, parce que là, on rééquilibre un peu au niveau de l'équité, ce serait beaucoup mieux, et ça permettrait aussi de faire baisser le coût du travail, parce qu'à un moment, on pourrait baisser le taux de cotisation chômage. Je rappelle qu'on est beaucoup plus cher en termes de cotisation chômage que les Allemands. Les Allemands, ils sont à 3% en tout de cotisation chômage, quand on est à 6,4%, et eux, ils ont 1,5% sur l'employeur, 1,5% sur le salarié. Mais donc, est-ce que cette étatisation de l'assurance chômage, ça passera nécessairement, obligatoirement, par une fiscalisation de son financement plutôt que des cotisations sociales? Non, pas forcément. Mais de toute façon, je crois qu'Emmanuel Macron ne va pas assez loin. Il dit qu'il faut étatiser le chômage, mais il ne parle pas du reste. Il ne parle pas des caisses primaires d'assurance maladie, il ne parle pas des caisses d'allocation familiale. Il n'y a pas que l'assurance chômage. L'assurance chômage, c'est 30 milliards d'euros à peu près par an. Mais il y a 600 milliards d'euros qui sont gérés par les partenaires sociaux, alors co-gérés souvent avec l'État. Mais ces partenaires sociaux, depuis la guerre, depuis 1945 et depuis toute cette organisation du paritarisme qui a été mise en place, ils n'ont jamais été capables de remettre en question l'organisation. On a rajouté des couches, on a rajouté les complémentaires retraite, on a tout le temps continué à complexifier le système, et à aucun moment ils ont été capables de dire stop, on réorganise parce que ça coûte trop cher en gestion, etc. Donc ce qu'il va falloir faire dans le prochain quinquennat, c'est sortir cette responsabilité des partenaires sociaux sur toute la dépense de protection sociale et être capable de réinventer le système, que ce soit en assurance maladie, que ce soit en aides sociales qui sont distribuées avec une centaine d'aides qui se sont empilées et qui coûtent énormément à distribuer, que ce soit en matière de retraite, avec les deux étages que nous avons entre l'assurance vieillesse de base et puis les complémentaires Agirc-Arrco. Et tout ça, ça demande aussi qu'à un moment, les partenaires sociaux ne soient plus entièrement sous perfusion du paritarisme. Parce que l'immobilisme du système, notamment en termes sociaux en France, il vient du fait que nos partenaires sociaux, aussi bien du côté du patronat que des syndicats de salariés, sont énormément perfusés par des deniers, de l'argent, des cotisations en fait, des salariés, qui vient finalement financer leurs comptes de manière annuelle. Et là, il va falloir changer ce système-là. Ce que je propose dans le livre, c'est un chèque syndical qui permettrait qu'on ait beaucoup plus de salariés syndiqués, mais que le syndicalisme ne soit financé que par les adhérents. Toute dernière question, Agnès Verdier-Molinier. Dans votre livre, vous détaillez 10 propositions prioritaires que doivent prendre les candidats à la présidentielle s'ils arrivent à l'Élysée. On ne va pas vous demander de prendre parti sur les programmes, mais aujourd'hui, lorsque vous voyez ces programmes, quels sont les candidats qui ont les projets les mieux financés? Au-delà des idées, qui a le mieux chiffré chacune de ces propositions? Alors, pour l'instant, il est clair que suite à la primaire de la droite, c'est le programme des Républicains qui est le mieux chiffré. Pourquoi? Parce que d'un côté, ils ont des annonces de baisse d'impôts, pour à peu près une quarantaine de milliards au total de baisse d'impôts, et en face, des baisses de dépenses. Alors, elles ne sont pas toutes bien documentées, mais entre 80 et 90 milliards de baisse de dépenses nettes sur la totalité de la période. Alors, on ne sait pas s'ils arriveront à le faire, mais néanmoins, il y a une tentative de donner des chiffres année après année et d'équilibrer tout ça et de faire un bouclage un peu macro-budgétaire sur ces questions. Ailleurs, quand on regarde du côté de Benoît Hamon, par exemple, on est sur le revenu universel, les 400 milliards supplémentaires de dépenses. Alors, il est un peu revenu en arrière sur ces questions. Là, c'est l'équivalent du budget de l'État. Le truc est complètement infinançable. On ne peut pas imaginer que le programme de la primaire de Benoît Hamon va pouvoir être un programme présidentiel. Donc, attendons de voir ce qui va sortir dans les prochaines semaines du deuxième programme du Parti socialiste. Du côté d'Emmanuel Macron, il n'y a aucun bouclage pour l'instant macroéconomique. Donc, on ne sait pas du tout. Par exemple, il propose que le chômage soit donné à celui qui démissionne et aux indépendants. Mais qui finance? Qui cotise? Quel est le montant de ce chômage? Personne ne sait. Il n'y a aucun chiffre. C'est pareil sur la question des retraites. Il propose qu'on prenne un peu sa retraite à la carte, à l'âge où on veut, etc., etc. C'est très joli sur le papier. Mais quel financement? Quel niveau de retraite? Est-ce que ce seront des retraites à taux plein? Voilà. Donc tout ça, on attend, on n'a pas d'informations. Du côté de Marine Le Pen, il y a des choses extrêmement contradictoires. D'un côté, elle nous dit qu'elle veut baisser la dépense publique de 60 milliards, et de l'autre, qu'elle veut retourner en grande partie, on ne sait pas exactement comment, à la retraite à 60 ans. La question des retraites est la question la plus importante dans la dépense publique, dans la baisse de la dépense.
Si on repart en arrière sur l'âge de la retraite, ce sont des milliards d'euros supplémentaires qu'il va falloir dépenser chaque année. Donc là, il n'y a pas de cohérence. Je crois qu'il faut vraiment qu'on rentre. Contrairement à ce que certains disent, que le programme n'est pas important, le programme, c'est le sujet. On ne peut pas dire aux Français... il faut, une vision ne suffit pas, il faut chiffrer une feuille de route. Mais ça ne suffit pas. Parce que si on respecte les Français, on leur dit ce qu'on va faire. On leur dit, voilà comment je vais faire. Avec quels moyens. Regardez, n'importe quel artisan, n'importe quel petit commerçant, quand il veut emprunter 50 000 ou 100 000 euros à la banque, il doit faire un business plan sur 3 ans ou sur 4 ans. Il doit expliquer comment il voit à la fois ses recettes, ses sorties, ses entrées, etc. Pourquoi est-ce que, pour diriger la France, 67 millions de personnes, on pourrait dire pas besoin de programme, pas besoin d'expliquer ce qu'on va faire. Non, franchement, c'est pas respectueux. Et je crois que dire des choses comme ça, finalement, ça décrédibilise la politique. Merci Agnès Verdier-Molinier, je rappelle, directrice de la Fondation IFRAP.